Le couvre-feu, en quoi est-ce une mesure sanitaire? Le pouvoir public, moi, je leur dirais: «Arrêtez tout de suite». J'ai beaucoup travaillé sur les questions de prévention, en santé publique. C'est assez glauque, des amphis avec tout le monde masqué, ça n'a aucune, efficacité. Il y a eu une triche massive. Isabelle Hircin, bonjour. Je vous ai Bonjour. proposé de vous interviewer en tant qu'universitaire spécialisé dans le domaine de l'économie de la santé. Donc j'interviens sur plusieurs matières. J'assure, des cours de protection sociale, mais aussi des cours de comptabilité nationale et j'interviens aussi en économie de la santé. Je donne des cours d'économie de la santé, mais là plutôt en master. L'université a essayé de s'adapter du mieux qu'elle peut aux directives sanitaires qui pleuvent depuis le mois de mars. On nous a obligés, très rapidement, en moins de 24 heures, à nous replier chez nous et à nous adapter, à faire des enseignements en ligne. Donc ça a été extrêmement violent, à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants puisque effectivement, beaucoup, n'avaient pas les outils, n'avaient pas préparé de cours en ligne et donc ne pouvaient pas véritablement substituer un cours qu'on appelle en présentiel en un cours en distanciel. On a essayé de faire face du mieux qu'on a pu, mais c'est vrai qu'on a, perdu un certain nombre de gens, hein, beaucoup de décrochage. Ça s'est relativement peu vu, dans les examens, puisque dans la catastrophe, le ministère nous a donné l'injonction de faire des examens en ligne. On a dû improviser, on a développé des devoirs maison, des QCM en ligne, etc. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les étudiants, finalement, ont pratiquement tous triché. Il y a eu une triche massive, il faut le dire, hein. On n'avait pas les moyens de contrôler que la personne qui était derrière l'écran, c'était l'étudiant, que les étudiants n'avaient pas fait des groupes WhatsApp ou autres pour s'entraider. Et on a constaté qu'on avait des résultats qu'on n'a jamais atteints, hein. C'est-à-dire que les résultats, les taux de réussite à l'université ont explosé. Ce qui leur a été bénéfique probablement, c'est d'apprendre encore mieux comment fonctionnaient les réseaux sociaux, hein, puisque en fait, ils se sont fait des groupes. C'est un apprentissage, hein, s'organiser à travailler comme on l'a tous fait d'ailleurs, travailler en groupe, faire du travail collectif, sur des devoirs et cetera. C'est peut-être quelque chose qui, a été positif finalement, hein, puisque, dans ce cadre-là, ça a créé du lien social, si on peut dire. Mais en tout cas, ça a absolument pas, servi à évaluer la valeur réelle des étudiants. Dans aucune discipline, hein, je veux dire, nous, à l'université de Paris 1, on a toutes les sciences, humaines et sociales qui sont représentées. On n'a absolument pas, de vision différente les uns des autres, hein. On sait très, très bien que les étudiants ont massivement triché ou alors qu'ils ont fait des devoirs, mais de mauvaise qualité, notamment en reprenant ça et là des éléments trouvés sur le web, plutôt que les éléments de cours d'ailleurs donnés par leurs enseignants, ce qui est assez paradoxal en fait. Le sujet du devoir, on le tape sur Google, ça donne des réponses. C'est rigolo, là où on s'en aperçoit nous, tout le monde a les mêmes réponses en fait et tout le monde cite le même document. Le problème, c'est que les étudiants, ne sont plus dans un état d'esprit de travail, hein, travail entre guillemets «laborieux», c'est-à-dire le travail, d'apprentissage, d'acquisition critique des connaissances notamment, de compréhension et cetera, mais se fait plus sur une consommation immédiate, de contenu pour essayer de maximiser la note. Alors moi, ma position, par rapport, aux mesures qui sont sanitaires qui ont été, décidées, ça a toujours été une position, favorable aux quelques gestes, que l'on peut faire, pour effectivement se prémunir des maladies contagieuses, hein, qu'on a depuis très, très longtemps, même les gastro-entérites, on sait bien que le lavage des mains, le fait de ne pas, se rapprocher, se toucher et cetera a été favorable. Donc au début, moi, je trouvais que c'était plutôt, quelque chose de favorable et là où tout s'est corsé, c'est quand il a fallu mettre des masques, en fait. La notion de geste barrière, c'est, faire barrière à quelque chose, faire barrière au virus, faire barrière à une infection. Donc ça, je pense que le message d'un point de vue simplement, communication, et pas, mauvais. Après, la manière dont il est, mis en œuvre et interprété, c'est quand même un petit peu étrange, parce que plus on est dans un milieu fermé et plus c'est difficile de respecter, des mesures entre guillemets «barrières». En milieu fermé, de toute façon, il ne faut pas avoir fait de hautes études, en, épidémiologie ni en santé publique pour savoir que quand il y a une personne contaminée dans un bocal, il y a plus de chances, d'attraper, l'affection dans le bocal que, dans le champ.
Donc, de fait, à l'université, on est dans des bocaux, hein, puisqu'on a des salles qui sont trop petites. Par rapport aux effectifs reçus, on a des amphis trop petits, mal aérés, mal nettoyés, etc. Donc, de toute façon, si quelque chose doit se propager, se propagera surtout dans ces milieux-là, les milieux fermés, le métro, le RER. Alors, dans les amphithéâtres, ça se passe comment? Alors aujourd'hui, dans les amphithéâtres, ce qui s'est passé, c'est que nous, à Paris 1, on a fait une rentrée présentielle, mais assez vite, on a dû, suite aux mesures du ministère, on demande aux étudiants de venir une semaine sur deux, en fait, avec un ordre alphabétique ou un ordre par numéro de carte d'étudiant. Et pour ceux qui ne sont pas présents, on nous a mis en place, durant l'été, un système de captation vidéo de nos cours. C'est-à-dire qu'on nous enregistre pendant qu'on fait notre cours. Alors ça, on nous l'a pondu ça très très vite, sans d'ailleurs nous demander notre avis, ce qui fait qu'au départ, le consentement des enseignants n'était pas demandé. Toujours est-il que ce système-là, en fait, il a des effets pervers extrêmement forts parce que très vite, les étudiants, finalement, ne voient plus l'utilité de se déplacer. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les amphis se vident petit à petit, même des 50% d'étudiants, parce que d'abord, ça fait quelque chose de très triste, hein, c'est assez glauque, des amphis avec tout le monde masqué, des étudiants masqués voilà, qu'on distingue un peu. Le fait qu'on est en captation vidéo nous oblige, nous, à nous policer parce qu'il ne faut pas trop bouger hors du champ de la caméra. Écrire en gros sur le tableau, en TD, moi j'ai des travaux dirigés, je les ai. Ceux qui, pour les questions de distanciation, ils sont obligés d'occuper toute la salle. J'ai l'impression que je suis devant des gens qui manquent sérieusement aujourd'hui de pensée propre et de sens critique, en fait, de plus en plus. Les seuls j'enseigne aussi à des formations en continu, les seuls qui osent réagir, qui osent parler et qui ont l'air de réfléchir, même y compris quand parfois j'envoie quelque chose d'un peu provoquant pour les Pour les élèves? aiguillonner. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça la pédagogie, c'est aussi prendre le contre-pied d'un certain nombre d'idées reçues et puis les amener à avoir des éléments un peu critiques. Eh bien, en fait, j'ai l'impression de tomber dans le vide. Il n'y a que les gens en formation continue, les adultes, qui, eux, bah, vont donner une position. Mais les étudiants, en fait, on leur assène un savoir et on a l'impression que finalement, ils reçoivent ça comme ils recevraient autre chose. Le fait de ne pas savoir construire une réflexion un peu argumentée en mobilisant différentes sources, en les croisant, en se disant mais ça, ce qu'on me dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais voilà, est-ce que par exemple le couvre-feu est une mesure sanitaire? En quoi est-ce une mesure sanitaire? Qu'est-ce qu'une mesure sanitaire du coup? C'est une mesure qui a un impact sur la santé des populations. Si je regarde tout ce qui est fait jusqu'à présent, on peut lire, d'ailleurs c'est assez rigolo, hein, on peut lire les mesures avec un autre prisme et par exemple on se demande si ce qui a été fait n'est pas finalement une politique très active et qui sera sans doute très efficace de lutte contre l'alcoolisme, finalement. Parce que le couvre-feu qui empêche l'ouverture des bars, la fermeture de la consommation d'alcool et le fait de ne pas laisser les gens dehors, on sait par exemple que c'est quelque chose qui a un effet sur la prévention de l'alcoolisme. La prévention de l'alcoolisme chez les jeunes, on sait que ce genre de mesures-là, et notamment c'est pareil pour le tabagisme, on sait très bien que par exemple les prix élevés du tabac, ça empêche les jeunes de fumer. Voilà, c'est des mesures efficaces en santé publique, ça marche. Maintenant, un couvre-feu pour empêcher un virus grippal, j'avoue que je ne suis pas du tout persuadée que ça ait une quelconque efficacité. Donc les mesures Et j'en suis même sanitaires. sûre, d'ailleurs, j'en suis même sûre, ça va servir à rien du tout. Voilà. Le masque est potentiellement une mesure sanitaire, mais ce n'est pas parce que c'est des mesures sanitaires qu'il faut appliquer les choses bêtement comme ça. Parce qu'en fait, il y a plusieurs principes en santé publique, hein, et moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de prévention en santé publique. En fait, dès l'instant que vous mettez en place une mesure, il ne faut pas simplement la mettre en place, elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi. La mesure que vous mettez en place, il faut s'assurer qu'elle soit réalisable en population générale, c'est-à-dire qu'elle soit applicable et facile à mettre en œuvre en population générale. Et à partir du moment où une mesure, comme le masque par exemple, si on prend cet exemple précis, ou même le lavage des mains, n'est pas applicable en population générale, eh bien vous avez beau dire
Dans l'absolu, ça pourrait marcher peut-être, mais en population réelle, ce qu'on appelle on appelle souvent vie réelle, le principe de la vie réelle, c'est-à-dire sur le terrain, à partir du moment où la mesure n'est pas applicable, n'est pas possible à mettre en œuvre pour différentes raisons, hein. Ça peut être effectivement technique. Par exemple, si on ne peut pas, je ne sais pas, assurer le lavage des mains parce qu'il n'y a pas de point d'eau, par exemple, ça peut être des choses comme ça, ou qu'il n'y a pas d'accès à un certain nombre de choses. Ça peut être des raisons économiques, si c'est trop coûteux à mettre en œuvre. Et puis, ça peut être aussi tout simplement des raisons comportementales. Et là, on est plus dans des raisons comportementales, c'est-à-dire que quand bien même on pourrait postuler que le masque est efficace, la contrainte qu'il génère sur les individus, hein, le fait de le mettre, le changer toutes les 4 heures, en avoir dans sa poche, etc., etc., le fait de ne pas le toucher avec les doigts, etc., on sait très très bien que, moi je sais, hein, depuis le début je le sais, que ça n'a aucune efficacité parce que la mise en œuvre en population générale ne sera pas réalisée. Moi-même, je ne saurais pas me contraindre au quotidien. Et quand bien même certains croient qu'ils l'utilisent correctement, en fait, ils ne l'utilisent pas correctement. Même si une mesure semble de bon sens, semble efficace comme ça, la contrainte fait que les gens en population générale ne le font pas. On sait bien que ce n'est pas par la punition qu'on obtient réellement des comportements, c'est par la pédagogie. Exactement. Et surtout, ça prend du temps. Et que même si les gens, effectivement, peuvent avoir peur, la peur, elle n'est pas pédagogique, elle est juste contraignante. Vous parliez tout à l'heure de mesures prophylactiques. En fait, les pouvoirs publics ont démissionné tout l'investissement qu'on pouvait faire en santé publique. J'ai l'impression que c'est passé au second plan. On aurait pu faire des choses très puissantes, faire de l'éducation à la santé à l'école. Tout le monde passe son brevet de secourisme ou on explique aux gens quoi faire dans telle situation, y compris sur des maladies bénignes. Eh bien non, personne n'a reçu, ce qui fait que ça fait des générations de crétins. Dès qu'il y a la moindre problème, on appelle les pompiers. Même mettre un simple pansement, les gens n'ont plus de sens critique, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Faire des tests de dépistage parce qu'on a peur, il faut quand même un moment raison de garder. C'est pas parce que vous en ferez 3 que vous aurez un meilleur diagnostic que si vous en faites un. Les consignes qui sont données, elles sont faites-vous tester, c'est tout. Du coup, personne n'y comprend rien. C'est normal. C'est normal puisque les gens ne sont pas formés à ce genre de choses et même les laboratoires d'analyse ont des pratiques très différentes d'un labo à l'autre, hein. Donc voilà, c'est devenu un grand foutoir en fait, en réalité. Quelle est la recommandation que vous pourriez faire aux élèves? C'est vivez votre vie. À un moment donné, on ne va pas non plus vous faire porter le poids de choix politiques et de pseudo contamination de tout le monde par tout le monde. Donc, il faut que les jeunes vivent leur vie. Ils ont une belle vie devant eux. À eux notamment de nous montrer qu'ils savent encore profiter de la vie et prendre le temps d'étudier, mais aussi de se détendre, ne pas avoir peur surtout. Ça, c'est la première chose. À vos collègues, À mes collègues, j'aimerais quand même que, notamment mes collègues économistes, fassent prendre conscience à leurs étudiants, notamment des conséquences dramatiques que toutes ces mesures vont avoir sur l'emploi, le chômage, la vie des gens. Il y a des choses qui seront maintenant enclenchées et qui sont irréversibles. Donc, je ne sais pas comment faire, mais en tout cas, il va falloir que les économistes travaillent sur ces questions-là pour essayer d'éviter les conséquences dramatiques. Le pouvoir public, moi, je leur dirais arrêtez tout de suite, quoi. Occupez-vous de l'hôpital déjà, occupez-vous des questions de l'hôpital. Il y a urgence. Donc, déjà, concentrez-vous sur l'hôpital et sur la prise en charge des patients. Mobilisez aussi correctement, ce qui n'a pas été fait depuis le début, les établissements hospitaliers privés, mobiliser les médecins traitants, mais aussi mobiliser peut-être une population qui peut contribuer à aider le système sanitaire, même en n'étant pas spécialiste de la santé, hein. C'est pas voilà, la prise en charge des malades, c'est aussi des soins d'accompagnement, etc. Et surtout pas tous se précipiter sur l'hôpital à chaque fois qu'on tousse, hein. Ça, c'est une vraie question. Et donc, moi, sur les mesures en vie réelle, on lève toute contrainte et qu'on revive normalement et qu'il n'y ait plus rien que voilà, au pouvoir public, je dirais, au niveau de la vie quotidienne, stop, 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 laissez les gens vivre et laissez les gens vivre et travailler comme ils travaillaient et qui vivaient avant cette crise qui nous emporte tous dans une folie collective. Voilà.
Une dernière chose. Tout Tandis à que fait. l'ignorance prend l'ascenseur, l'instruction prend l'escalier. Ça vous inspire quoi? L'instruction, si c'est juste les connaissances, bah, ça a pas beaucoup d'intérêt parce qu'on est tous on sera toujours des ignorants de quelque chose, hein, de toute façon. On ne savait pas certaines choses, même les plus grands spécialistes ne savaient pas. Mais par contre, la connaissance, c'est aussi savoir comparer, analyser, avoir l'esprit critique et une indépendance d'esprit, c'est-à-dire penser par soi-même. Et ça, j'ai l'impression que, de moins en moins de gens, osent, en tout cas, penser par eux-mêmes. Je pense qu'il ne faut pas penser qu'il y a des esprits plus brillants.